Chapitre 5, énergie interne. Alors on va revoir déjà trois petites choses avant de parler spécifiquement d'énergie interne. Donc déjà, qu'est-ce qu'on appelle la température en physique? Alors la température, ça va être fortement lié à l'agitation moléculaire. Par exemple, ici, non, là, voilà. Une petite animation qui vous montre, donc ça ce sont des molécules d'eau, voilà, à l'état, pour l'instant, à l'état solide. C'est-à-dire que ces molécules d'eau sont fortement liées les unes aux autres, hein. Il y a des interactions potentielles entre les différentes molécules d'eau. Et on voit ici que ça prend la forme, pas du contenant, hein, ça prend la forme, c'est un glaçon. Voilà. Donc si on se met à chauffer, donc je vais aller directement ici dans la case liquide, donc si on se met à chauffer, là pour l'instant on est à moins 127 degrés, donc en effet l'eau est gelée. À l'état liquide, les molécules vont être plus agitées. Il y aura donc une agitation moléculaire qui sera supérieure. Donc, et c'est à cause de cette agitation moléculaire que la température nous paraîtra plus élevée. On voit ici que l'eau prend la forme du contenant, hein, les molécules sont moins liées, elles le sont encore un peu, c'est pour ça qu'elles ne sont pas dans tout le volume ici, elles sont encore un peu liées par des interactions moléculaires, mais elles peuvent néanmoins plus ou moins migrer. Alors on voit ici qu'il y a un petit bug, elles sont en train de sortir. Enfin bon, passons vite à l'état gazeux. À l'état gazeux, eh bien, il y a tellement d'énergie dans la matière, ici, que les molécules sont tellement agitées qu'elles peuvent aller un peu dans tous les sens, hein. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut en retenir ici, hein, c'est qu'à l'état solide, les atomes sont ordonnés. Il y a des fortes interactions entre les molécules et la matière est dense, hein, à l'état solide. À l'état liquide, on a les atomes qui sont encore désordonnés, les interactions sont plus faibles. Et à l'état gazeux, les atomes sont désordonnés, les chocs sont aléatoires et la matière est peu dense. Et évidemment, le l'état gazeux contient beaucoup plus d'énergie que l'état solide. Donc je propose qu'on fasse l'exercice 1 et 2 page 78. Alors au préalable, je rappelle trois petites choses, qu'il existe deux unités de température, les degrés Celsius et les Kelvin. Alors, l'échelle des Kelvin est liée fortement au niveau d'agitation moléculaire. En effet, on remarque ici que plus il y a d'agitation, plus la température est élevée. Par contre, moins il y a d'agitation, moins la température est élevée. Et il existe bien un moment donné où il n'y a plus d'agitation du tout. Quand la matière est totalement, quand les molécules sont totalement immobiles, eh bien, on est à une température de 0 Kelvin. Donc il ne peut pas y avoir de Kelvin négatif. D'où ces différentes formules pour passer de degrés Celsius en Kelvin. Donc pour passer de Celsius en Kelvin, on ajoute 273 degrés. Par exemple, 3 degrés Celsius, ça fait 276 Kelvin. Et inversement, pour passer des Kelvin en Celsius, on retire 273. C'est-à-dire que 100 Kelvin, en fait 100 Kelvin c'est vachement froid parce que 100 Kelvin c'est moins 273, donc c'est moins 173 degrés Celsius. Donc passons maintenant aux exercices 1 et 2, page 78. Donc je vous laisse faire une pause dans la vidéo, chercher cet exercice, et une fois que vous avez terminé de le faire, on fera ensemble la correction. Donc correction de l'exercice 1, page 78. Donc j'ai déjà calculé les différentes valeurs. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Kelvin, les valeurs sont tout le temps plus élevées. 0 Celsius, ça fait 273 Kelvin. Donc il suffit à chaque fois soit d'ajouter, soit de retirer 273, tout en vérifiant bien qu'en Kelvin, la température en Kelvin est plus élevée. Donc voilà, on obtient ici 1357,62, 273, ici 0,16, moins 195,65, et le zéro absolu,
moins 273 degrés Celsius ou 0 Kelvin. Le zéro absolu, c'est la température à laquelle l'agitation thermique est la plus faible. C'est la réponse à la deuxième question. Laquelle de ces températures correspond à l'agitation thermique microscopique la plus faible? Eh bien, c'est 0 Kelvin. Retenez bien qu'on ne dit pas 0 degré Kelvin, on dit 0 Kelvin ou 0 degré Celsius. Voilà, donc je vous laisse faire une pause de nouveau avant de corriger l'exercice 2. Donc, correction de l'exercice 2, page 78. Donc, sous pression atmosphérique, les températures de changement d'état de l'eau sont les suivantes. Θ fusion 0 degré, θ ébullition 100 degrés. Oui, l'eau gèle à 0 et l'eau bout à 100 degrés. Donc calculé dans les unités du système international, donc l'unité du système international de température, c'est le Kelvin, chacune de ces deux températures. Donc on a remarqué qu'on utilisait la lettre T, bon, c'est ce qui était utilisé dans l'exercice précédent. Donc la température de fusion, bon, on sait qu'en Kelvin, ça doit toujours faire un peu plus, donc il faut ajouter 273 degrés, donc la température de fusion de l'eau, c'est 273. Alors j'ai mis degrés, excusez-moi, c'est pas degrés, comme je l'ai dit préalablement, c'est 273 Kelvin. Et là, on ajoute encore 273 pour obtenir la température en Kelvin d'ébullition de l'eau, donc on est à 373 Kelvin. Alors montrez par un calcul que la valeur de l'écart entre les deux températures est identique dans les deux unités. Alors, la valeur de l'écart, c'est pas compliqué, la température d'ébullition moins la température de fusion, ça fait 100 moins 0, donc on obtient bien 100 degrés Celsius. Et la température en Kelvin d'ébullition moins la température en Kelvin de fusion, ça fait 373 moins 273, donc évidemment, on obtient aussi un écart de 100. Voilà, fin de la correction des deux exercices. Alors pour mesurer une température, on utilise un thermomètre. Ça, je pense que vous saviez déjà un petit peu avant. Mais il est intéressant de noter ici, c'est que on a vu finalement qu'une température, c'est une agitation. C'est une agitation de molécules. Et en fait, mesurer vraiment la température, ça serait mesurer l'agitation. Et en fait, on ne peut jamais vraiment mesurer l'agitation. Il faudrait pouvoir voir à quelle vitesse, avoir une caméra spéciale pour voir les molécules qui s'agitent. En fait, on ne peut pas. Ce qu'on peut faire, c'est mesurer des choses qui vont nous indiquer la température. Par exemple, les thermomètres à dilatation de liquide. Alors ça, vous connaissez tous. Je pense que j'ai une petite image ici. Voyons, on va mettre une petite pause. Le temps de trouver. Voilà. Donc bon, vous connaissez tous ce genre de thermomètre. C'est des thermomètres. Comment ça fonctionne, un thermomètre comme ça? Est-ce que ça mesure vraiment la température? En fait, non. À l'intérieur, on a un liquide. Donc ça peut être un alcool, ça peut être du mercure, même si maintenant c'est interdit parce que c'est toxique si ça se casse, surtout le thermomètre. Et ce qu'on vient mesurer ici, c'est la dilatation due à l'élévation en température. Quand on fait chauffer quelque chose, n'importe quoi, un liquide, un solide, si on le fait chauffer, il gonfle, il gagne en volume. Donc si on fait chauffer, donc ici on a un réservoir, et ici on a un capillaire, un tuyau très très fin. Et en fait, le fait d'augmenter la température de ce qui est à l'intérieur ici du réservoir, ça fait que ça prend plus de volume, donc la colonne d'alcool ici monte plus ou moins haut. Donc en fait, on va mesurer non pas la température, mais on mesure le volume de ce qu'il y a ici à l'intérieur. Et on gradue ici, parce qu'on sait qu'à tel volume, ça fait telle température, enfin on connaît, etc. Donc on vient mettre des graduations ici. Mais on ne mesure en aucun cas la température. On mesure un volume et on en déduit la température. Il y a d'autres thermomètres qui sont, donc par exemple les thermomètres électriques. Donc on en a en TP, on s'en est déjà servi. Les thermomètres électriques ne peuvent mesurer que des modifications de caractéristiques électriques de certains matériaux. Par exemple,
on a des thermistances, ce sont des résistances qui ont leur valeur qui va varier en fonction de leur température. Hein, donc une résistance de platine va avoir sa valeur qui varie en fonction de la température. Donc ce qu'on va mesurer ici, c'est pas une température, c'est une variation de résistance. Mais on aura étalonné avant notre résistance et on saura à quoi ça correspond au niveau de température. Après, il y a des thermomètres qui s'appellent des pyromètres. Ça permet de mesurer des très hautes températures, parce que évidemment, pour mesurer des températures de plus de 1000 degrés, votre liquide ben, s'est transformé en gaz déjà, et votre résistance de platine à 1000 degrés, elle est à fondu totalement. Donc c'est un peu compliqué pour mesurer des températures à 1000 degrés d'utiliser ce genre de choses. Donc on peut mesurer différentes choses. On peut mesurer par exemple quelles sont les radiations infrarouges émises par le système. Hein, les radiations infrarouges indiquent sur la température des choses. Quand vous faites un barbecue l'été, les braises en fonction de leur couleur, si elles sont noires ou rouges ou blanches, ben, vous savez que ben, noir c'est votre barbecue il est éteint, rouge il est chaud et blanc ben, c'est quand vous soufflez dessus assez fort et à ce moment-là on a une couleur qui nous indique la température. Donc ce qu'on mesure ici, encore une fois, ce sont des longueurs d'onde de radiation et non pas une température. Mais on en déduit une température. Alors on peut mesurer aussi une dilatation, une résistivité. Bon, ça je connais un peu moins, je vais pas trop en parler parce que bon, faudrait aller se renseigner sur, sur internet pour voir ou sur d'autres choses bref, et on a aussi les thermomètres magnétiques. Pareil, je ne connaissais pas avant, hein. Ils sont basés sur la loi de Curie. Ils traduisent la capacité d'un matériau à s'aimanter en fonction de la température. Alors ça, c'est plus fait pour mesurer des températures très basses. Bref. Alors, je vous invite à faire l'exercice 4 et 5, page 78, la correction sera mise en ligne après ce cours. Voilà. On aborde la troisième partie, le transfert thermique. Donc au préalable, avant de parler ici de transfert thermique, je vous invite à aller voir ces deux vidéos, ici la vidéo 1, qui va vous expliquer pourquoi l'énergie est transférée du corps chaud vers le corps le plus froid. Hein, l'énergie va toujours du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Et je vous invite aussi à regarder la vidéo numéro 2 qui va vous parler des différents types de transfert thermique. Alors ce sont des choses qui ont déjà été vues préalablement, je pense que vous connaissez déjà un petit peu tout ça. Hein, donc il y a 3 types de façons de transférer l'énergie thermique. Il y a la conduction, la convection ou le rayonnement. Alors le rayonnement, hein, c'est une onde hein, qui peut même traverser, c'est marqué ici, qui se propage même dans le vide. Hein, le rayonnement solaire traverse l'espace et peut vous arriver, même dans le vide, parce que dans l'espace, il y a du vide. Donc c'est ce qui vous chauffe quand vous êtes euh, sous le soleil, tout simplement, et quand vous sentez la chaleur du soleil, bah, c'est une chaleur par rayonnement. La chaleur par conduction, bah, c'est quand vous touchez quelque chose qui est chaud, ben, votre main se réchauffe. Si vous posez votre main sur un radiateur, elle se réchauffe. Donc ça, vous réchauffez votre main par conduction. Et la convection, alors ici, il montre l'intérieur de la casserole. Si on fait chauffer de l'eau sur une plaque chauffante, il y a le fond de l'eau qui est chaud et le sommet de l'eau qui est froid. Et la convection, ça fait que tout ça se mélange en fait. La convection, c'est un mélange en fait. Et le mélange va faire qu'il y aura une harmonisation de la température à l'intérieur. Pour voir si vous avez bien compris, je vous invite à faire l'exercice 7 et 8, pages 78 et 79 de votre livre. Idem que tout à l'heure, les exercices seront corrigés à la fin de la séance. Hein. Donc vous aurez à contrôler vos exercices pour la séance suivante. Relation, donc énergie interne d'un système. Donc on y vient. Hein. L'énergie interne d'un système, c'est l'énergie microscopique qui est contenue dans les particules. Donc la température fait partie hein, de l'énergie interne. Donc si vous voulez faire varier l'énergie interne, Q, hein, l'énergie interne d'un système, eh bien il faut lui apporter une énergie Q qui va être proportionnelle à la masse, proportionnelle à la capacité thermique massique
est proportionnel à la différence de température. Hein, par exemple, pour la capacité thermique massique de l'eau, c'est 4180 joules par kilogramme et par degré Celsius. C'est-à-dire que si vous voulez faire augmenter de 1 degré 1 kilogramme d'eau, il faut apporter 4180 joules. Donc en fait, ce sont juste des règles de proportionnalité ici qu'on a mis sous une forme de formule, mais on pourrait très bien se passer de cette formule-là, puisque on sait qu'on a C qui est en joules par kilo par Kelvin, donc il suffit de multiplier C par des kilogrammes et par des Kelvin, c'est ce qu'on fait ici, C est multiplié par des kilogrammes et par des Kelvin, et on obtient une énergie en joules. Donc on relie, grâce à cette formule, on relie la température à l'énergie. Quand on augmente la température de quelque chose, son énergie augmente, et pour passer de l'un à l'autre, on se sert de cette formule. Alors à noter qu'on vous demande de mettre TF et TI en Kelvin, mais on a vu dans un exercice précédent que, en fait, on peut utiliser aussi les degrés Celsius, puisque si on fait TF moins TI, qu'on mette des degrés Celsius ou des Kelvin, on obtient la même chose pour la différence entre TF et TI. Donc vous pouvez très bien utiliser aussi des Celsius. Donc peu importe qu'on mette des Celsius ou des Kelvin ici. Alors on précise ici que Q est la quantité d'énergie interne gagnée ou perdue par le système. Alors je dirais même plus que Q, c'est plutôt la quantité d'énergie qui est gagnée par le système. Donc si Q est positif, c'est-à-dire que le système a vraiment gagné de l'énergie. Mais si Q est négatif, ça veut dire que le système a gagné de l'énergie négative, donc c'est ce qui est noté ici. Si on gagne de l'énergie négative, c'est-à-dire que le système en fait a perdu de l'énergie. Alors dernière chose, on précise ici que l'énergie interne est due aux énergies potentielles et cinétiques. Alors pour prendre un exemple, pour comprendre un peu ce que ça veut dire, ces énergies potentielles et cinétiques, en fait dans l'eau, la différence entre de l'eau liquide et de l'eau sous forme de gaz, c'est que premièrement, en effet, l'énergie cinétique des molécules d'eau va être plus importante dans le gaz que dans l'eau, mais il y a aussi des interactions qui ont lieu. Ce sont des forces dans l'eau. Il existe des forces, des liaisons hydrogènes ou forces Van der Waals, des gros mots comme ça, mais bon, ça veut dire qu'en fait, il y a les molécules s'attirent les unes des autres comme des petits aimants ou des petits bouts de papier qui sont électrisés. Et ces forces-là font que l'eau a cette densité, a cette consistance en fait. Et ces interactions potentielles, en fait, il faut les casser pour que l'eau se transforme en gaz. Donc quand on apporte de l'énergie, parfois apporter l'énergie, ça n'augmente pas l'énergie cinétique, mais ça casse les interactions potentielles. Donc parfois, on peut apporter de l'énergie à l'eau, par exemple, pour que cette eau passe de 100 degrés liquide à 100 degrés gazeux. Alors ça, c'est des choses qu'on verra un peu plus profondément dans le chapitre suivant, les changements d'état. Bon, exercice 9 et 10, page 79, c'est parti, vous faites ces deux exercices-là. Je pense que déjà, au niveau des 2 heures de cours du jeudi matin, on arrive certainement déjà à la fin. Alors ça tombe bien, puisque finalement, on reparle ici de la capacité thermique massique, ce petit C qu'on a ici. Donc c'est en quelque sorte la difficulté avec laquelle on a à faire chauffer de l'eau. Du quelque chose. Je parle de l'eau ici, donc l'eau a une capacité thermique massique qui est assez élevée. C'est assez difficile de faire chauffer de l'eau. Et assez difficile aussi à la faire refroidir. C'est ce qui fait que les océans sont des choses qui tempèrent beaucoup les températures. En Bretagne, une terre qui est entourée d'océans, on a des hivers qui sont très doux et des étés qui ne sont pas très chauds. Pourquoi? Parce qu'on est entouré d'eau et que cette eau, elle a une grosse inertie thermique, on a du mal à la faire chauffer. Il faut lui apporter 4180 joules pour augmenter de 1 degré, 1 kg d'eau. Le cuivre, par exemple, avec 384 joules,5, on obtient le même résultat. C'est plus facile de faire chauffer du cuivre que de l'eau. Donc on voit différentes choses. On voit que la glace,
hein, qui est de l'eau aussi, hein, mais est plus facile finalement à réchauffer ou à refroidir que l'eau, hein, 2 fois plus facile à réchauffer ou à refroidir. Et bon, le mercure, voilà, c'est encore plus simple. Donc ça dépend évidemment de beaucoup de choses, de schémas moléculaires, enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais retenez que l'eau a une capacité qui est assez importante. Bon, une fois que vous avez vu tout ça, il ne reste plus qu'à faire ces derniers exercices. Alors je pense que ça sera à faire pour plus tard, donc à faire pour la semaine d'après. Et donc durant la semaine, je vous posterai les différentes corrections d'exercices. Voilà, merci de votre attention. Fin du cours du chapitre numéro 5. Voilà, au revoir.